Nous sommes le 13 mai 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Intolérance politique toujours au Burundi. Les membres du parti CNL d'Agathon Rwasa menacés et malmenés par le pouvoir de Bujumbura. Pour les autres partis politiques, si la situation demeure, les prochaines élections risquent d'empirer. Les enseignements politiques par le CNDD-FDD aux enfants est à la fois une mauvaise chose et un avantage. L'explication avec Maître Cyriaque Nibitegeka dans ce journal. La CENI prévoit les premières élections dans le mois de mai prochain. Voici pour le sommaire. Bienvenue encore une fois dans ce journal, page politique pour commencer. Plus de 60 Burundais, particulièrement les membres du parti CNL d'Agathon Rwasa, qui se disent menacés par les Imbonerakure et des administratifs à la base, ont fui le pays vers le camp de transit de Lumassi dans le district de Ngara en Tanzanie, frontalier avec la province de Muyinga, côté burundais, depuis 2 semaines. Pour Pierre Claver Nahimana, président du parti Sahwanya Frodebu, si la situation devrait continuer ainsi, c'est évident que les prochaines élections de 2020 risquent d'empirer la situation sécuritaire. Il demande aux autorités du pays de cesser à temps ces oppressions de la part des partis d'opposition. Écoutez Pierre Claver Nahiman. Alors, ces rapports nous ont montré qu'il y avait même des gens qui fouillaient de peur qu'ils subissent des violences de la part de quelques autorités de ces régions-là. Alors, ces rapports, on les avait. Nous avons dénoncé cet état de fait dans les communications que nous avons faites la semaine passée. Nous avons dénoncé ces faits et nous avons demandé aux autorités qui gouvernent ce pays, dans nos communications, de faire stopper cet état de fait, cette situation. Parce qu'effectivement, si d'aventure cette situation devait perdurer, maintenant vous nous dites que il y a déjà des gens qui ont fui le pays, qui sont à l'intérieur du pays à cause de cela. C'est un fait. Alors, si cette situation devait continuer de cette façon-là, vous comprenez que les élections que l'on est en train de préparer risquent de mal se passer. Ceci est clair. De notre côté, nous disons que même ceux qui ont fui depuis longtemps à l'échelle du pays, les réfugiés, ils devraient rentrer dans leur pays pour participer à la vie du pays et pour participer aux élections qui sont en train d'être préparées. Dans les rapports que nous avons eus, pour quelques cas que nous connaissons, nous avons appris qu'il y avait une implication de certaines autorités administratives, certaines autorités policières qui étaient impliquées dans cet état de fait. Est-ce que maintenant c'est une injonction de la part de l'autorité qu'ils ont eue? À ce moment, nous ne croyons pas. Sinon, ça serait très grave. Nous ne croyons pas que ce soit une injonction qu'ils ont eue pour faire cela ou une règle qu'ils ont eue pour faire cela. C'est la raison pour laquelle nous continuons à réclamer auprès des autorités qui gouvernent ce pays de s'impliquer davantage, de mettre les œuvres nécessaires aux côtés de ceux des administratifs qui sont à l'intérieur du pays, de cesser cette oppression du côté de l'opposition. Maintenant, page droit de l'homme. Emprisonner une personne sans aucune raison est considérée comme une séquestration. Et la séquestration est établie comme une règle par une autorité et qualifiée de crime contre l'humanité. C'est l'éclairage d'un expert du droit, Maître Cyriaque Nibitegeka, réagissant sur l'emprisonnement d'une femme suite à la fuite de son mari en commune Burambi, province Rumonge. Elle croupit dans le cachot communal depuis jeudi dernier. Suivez Maître Cyriaque Nibitegeka. En droit burundais, la responsabilité pénale est personnelle. C'est l'esprit et la lettre de l'article 18 du Code pénal burundais. Et c'est-à-dire que seule la personne qui a commis ou qui est soupçonnée d'avoir commis une infraction en est comptable devant la loi. Donc arrêter une personne et la détenir pour une infraction qui a été commise par une autre personne constitue en soi une infraction aux yeux de la loi burundaise. Là, on peut parler de séquestration, qui est une infraction grave, qui est punie à entre 10 et 20 ans d'emprisonnement.
quand cette infraction-là a été commise par une personne qui est détentrice de l'autorité. On peut parler aussi de crime contre l'humanité, au sens de l'article 7 du statut de Rome et de l'article 198 aussi du code pénal burundais. L'emprisonnement ou toute autre forme de privation de liberté, lorsque cette infraction est commise dans le cadre d'une chasse organisée contre la population civile ou en connaissance de ce fait-là, ça constitue une infraction grave aux yeux du droit pénal international, à l'occurrence le crime contre l'humanité. Quelle signification peut-on donner à cette arrestation dans le contexte actuel burundais? Disons que c'est la partie émergée de l'iceberg. Dans un pays comme le Burundi, où la dictature s'est installée, où la loi n'a aucune signification, où les droits et les libertés des individus sont bafoués sans aucune suite judiciaire, on peut dire que c'est juste un symptôme d'une maladie plus profonde. Parce que ce qui est arrivé à cette femme-là, ça arrive à de nombreux autres Burundais. Vous savez qu'il y a des Burundais présumés de l'opposition ou juste qui sont considérés comme opposés au régime de Nkurunziza, dont les biens ont été spoliés. Il y a même des faits récents dans ce sens. Oui, la semaine dernière, les familles des opposants sont pourchassées. Mais ce que je dois dire, c'est que tous les Burundais, de toutes les tendances, devraient être conscients de cette situation et ne pas considérer que c'est des cas isolés. Et celui qui n'est pas concerné aujourd'hui pourrait être concerné demain. 5 personnes tuées et 13 autres arrêtées arbitrairement. 7 parmi eux sont les membres du parti CNL d'Agathon Rwasa. Ces chiffres se trouvent dans le contenu du rapport hebdomadaire de SOS Torture Burundi, comme l'indique Aimé Kwizera, chargé de la communication. SOS Torture pointe du doigt les jeunes affiliés au sein des DFDD, les Imbonerakure, comme auteurs de ces violations. Le rapport revient surtout sur le cas des 3 assassinats qui ont été commis en commune de Rugombo, province de Chibitoke, le 4 et le 7 mai en 2019. Les victimes n'ont pas été identifiées. Le rapport mentionne également 13 arrestations arbitraires, un rafle qui a été commis à Kirundo par le commissaire provincial de la police, accompagné par les jeunes Imbonerakure, a ciblé les membres du parti CNL, en tête le représentant du parti en province de Kirundo, M. Nizigimana, qui a été arrêté en même temps que Anatole Karorero, Mathias Ndaisaba, Eugène Kerandanga, Innocent Nkizabahizi, Jonas Nzeyimana, Vincent Zitunga. Toutes ces personnes ont été arrêtées par le commissaire, accompagnés par les jeunes du parti au pouvoir. À côté de ces 7, le journaliste Claude Nshimiriman a séjourné plus d'une semaine en détention après avoir été arrêté par le comité PJ. SOS Torture Burundi signale également des cas de traitement inhumain dont a été victime M. Salomon Izindavi le 3 mai 2019 à Kayogoro. Les responsables de ces actes condamnables ont été identifiés par les victimes comme étant les jeunes du parti, les plus zélés des membres de la jeunesse du parti au pouvoir. Tout cela se fait aux yeux de la fameuse Commission nationale des droits de l'homme qui ne se donne même pas le courage de condamner ou d'exiger des enquêtes et sanctions à l'encontre de ces semeurs de désordre et de désolation. Nous constatons que même à la veille des élections qu'ils sont en train de préparer, la situation des droits de l'homme continue à s'empirer et ce qui ne présage rien de bon au moment où cette intolérance politique continue à provoquer des cas de détérioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. Revenons sur la page politique. La Commission électorale nationale indépendante CENI, en sigle, prévoit que les premières élections de 2020 auront lieu au mois de mai. La loi électorale a été déjà aussi promulguée par le Parlement.
Pascal Nyabenda l'a déclaré ce samedi dans son rappel relatif aux élections lancées à l'endroit de la population burundaise. Il précise également que le mandat des parlementaires est de 5 ans et un mandat présidentiel de 7 ans pour la nouvelle constitution. Nous approchons une période des élections. Il est prévu que les premières élections auront lieu au mois de mai de l'année prochaine. Nous allons suivre le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Vous l'avez entendu que le Parlement a déjà promulgué une loi électorale. On en a parlé que c'est une loi qui a été bien observée car c'est une loi très importante pour la nation. Si cette loi n'est pas bien observée, les élections ne peuvent pas être bien organisées. Même la CENI ne peut pas travailler sans une loi qui prépare les élections. Cette loi se trouve actuellement au niveau du bureau du président de la République pour que lui aussi puisse approuver cette loi. Les élections sont un élément qui réglemente la vie du pays pour élire les nouveaux dirigeants. Chaque fois, il y aura des élections. Mais sachez qu'on a changé certaines choses dans la Constitution, comme le mandat de 5 ans pour les parlementaires et le mandat présidentiel de 7 ans, pour dire qu'après tous ces mandats, il y aura une autre période électorale. Ce que nous voulons en tant qu'une population burundaise, c'est que tout peuple puisse élire ses dirigeants pour le bien de la nation, un dirigeant de toute la population burundaise, afin de vivre dans la paix et la sécurité. wese yoza indongozi y'abarundi bose kugira ngo twibereho mu mahoro n'umutekano. Les enseignements politiques par le CNDD-FDD aux enfants est à la fois une mauvaise chose et un avantage, comme bien mentionné dans les titres de ce journal. Une mauvaise chose parce que ça vise à aggraver les clivages entre groupes. Un avantage parce que ça devrait unir les Burundais pour combattre le fléau de la division et les malheurs qui les frappent sans distinction. Un appel de maître Cyriaque Nibitegeka, avocat et défenseur des droits de l'homme, suite à un poème déclamé par une écolière de la 5e année primaire, se vantant d'être le produit du parti au pouvoir. Comme on dit en Kirundi, izija guhona zihera mu ruhongore. Ce type d'enseignement qui est prodigué aux enfants, d'ailleurs c'est le même discours en général, même auprès des adultes, vise à fragmenter davantage la société burundaise entre différents groupes ethniques ou régionaux, je ne sais pas, mais des dirigeants dignes de son nom devraient plutôt unir le Burundi, unir la population. Mais en réalité, au Burundi, on a aujourd'hui ce que je peux appeler des loyautés transcendantes. Parce qu'on a toujours considéré que notre société est divisée entre Hutu et Tutsi d'une part, ou d'autres formes de division d'autre part. Mais en réalité, le fait qu'aujourd'hui nous soyons soumis à un même traitement inhumain et dégradant, sans distinction d'ethnie, le fait qu'aujourd'hui dans les différents camps de réfugiés, en Tanzanie, au Rwanda ou en RDC, vous y trouvez des Hutus et des Tutsis qui ont fui un même régime, le fait que la population burundaise aujourd'hui vit une pauvreté sans nom, le fait que la famine frappe indistinctement, que l'on soit Hutu ou Tutsi ou Dongozi ou Doborori, c'est ce que j'appelle ça une loyauté transcendante qui dépasse tout clivage ethnique ou régional. Et à mon avis, bon, je suis désolé de le dire comme ça, mais ça constitue en réalité un avantage. Ça constitue un avantage et les Burundais devraient capitaliser ça pour construire l'unité, pour envisager l'avenir du Burundi dans l'unité. Toujours dans la page politique, la meilleure méthodologie dans l'inhumation des ossements des victimes des crises qui se sont succédées au Burundi pourrait être celle d'identifier les fosses communes et à certains nombres que l'on décide sur une action concrète à faire. Sinon, l'ancien premier vice-président de la République, Prosper Nzombanza, chaque nouvelle fosse commune découverte devient un cumul de travail. Il prévient que personne ne cherche pas à s'approprier les ossements parce que les Burundais de toute tendance ont perdu les leurs. Suivez.
tumamaza kuidentifia ibinogo bishika ibihumbi 4,134. Vous, la commission sévère, vous affirmez avoir identifié 4134 fosses communes. Vous ajoutez que pour certaines fosses communes, il y a eu des restes des ossements listés par les administratifs et que vous attendez la suite des activités. Je vous propose ceci pour question de la méthodologie. Prenons les 4134 fosses communes et les ossements et décidons ce qu'on en fait. À mon avis, plus nous attendons à retrouver d'autres, c'est le travail qui se multiplie et soyez toujours méthodiques. Terminons les premiers avant de penser à la suivante tâche. Souvenez-vous que tout le monde a perdu les membres de la famille, que ce soit les Hutus, les Tutsis, les Ganois. Donc, il nous faut des sensibilisations afin que nous soyons conscients que les victimes sont les Burundais de toutes tendances. Un projet de décret sur le fonctionnement des organisations non gouvernementales étrangères a été adopté au cours d'un conseil des ministres qui s'est tenu en fin de la semaine passée. Prosper Nahogwamie, porte-parole du gouvernement, indique que ce décret aura son rôle de réguler le recrutement dans ces ONG en vue de réglementer les équilibres voulus par le gouvernement suivi. Ce projet de décret a pour objet de doter les ONG opérant au Burundi d'un cadre de procédure claire et cohérente pour le recrutement des employés locaux conformément aux dispositions de la loi portant cadre général de coopération entre la République du Burundi et les organisations non gouvernementales étrangères. Il indique les démarches à suivre dans ce recrutement pour tenir compte des équilibres ethniques et de genre prévus par la Constitution de la République du Burundi en vue de corriger les déséquilibres constatés et contribuer à la cohésion sociale. La volonté de corriger ces déséquilibres s'inscrit dans les politiques et pratiques du gouvernement que ces ONG ont la mission d'épauler. Il est prévu des sanctions pour tout manquement aux dispositions du présent projet, que ce soit envers les candidats qui auront menti sur leur identité, que ce soit à l'endroit des membres des comités de recrutement qui auront manqué à leurs obligations. Après échange et débat, le projet a été adopté moyennant finalisation par une équipe désignée à cet effet. Le gouvernement du Burundi est ouvert au dialogue avec l'Union européenne dans le respect des règles régissant les États sur le plan de la souveraineté. Cela a été dit par le représentant du gouvernement du Burundi dans la fête de l'Europe. Ce continent finira par comprendre que la voie empruntée par le gouvernement du Burundi est une voie de paix et de développement. Suivez. La fête de l'Europe est célébrée au moment où tout le monde, où tout un chacun, se pose la question sur le contenu exact et l'avenir du partenariat Union Europe-Burundi à la veille de l'expiration de l'accord de Cotonou entre le groupe des États ACP et Union Européenne. Le gouvernement de la République du Burundi, en ce qui le concerne, reste ouvert au dialogue avec ses différents partenaires, bien entendu, dans le respect des règles régissant les États sur le plan de la souveraineté. Le Burundi déplore cependant, et encore une fois, le fait que l'Union européenne ait, depuis 2016, pris des sanctions injustes et unilatérales contre notre pays. Pour notre part, nous demeurons convaincus que toute chose a son temps, a un début et une fin, et que partant, le malentendu ou mauvaise lecture de la situation burundaise de la part de certains de nos partenaires sera un jour balayé par la conviction progressive chez les uns et les autres que la voie empruntée par le gouvernement du Burundi et le peuple burundais est une bonne voie, une voie de paix et de développement profitable non seulement aux Burundais mais aussi au reste de l'humanité.
Cet enfant était tout pour moi. Il était mon mari. C'était lui qui prenait soin de ma famille. Je demande au gouvernement de me soutenir. Ce sont les tristes mots de la mère du footballeur international burundais Papi Fati, décédé le 26 avril. C'était lors de ses funérailles à Manda, dans la province Bubanza. Suivez. Je remercie tous ses collègues, je précise le comité de la fédération. Je remercie aussi à mes voisins qui n'ont jamais cessé de prier pour moi et de me soutenir dans ces moments difficiles. Mon enfant était bienveillant, sympathique et humble. Tout ce qu'on lui disait, il ne faisait que rigoler. Une autre chose à ajouter, Papi Fati était tout pour moi. Il était mon mari. C'est lui qui veillait sur ma famille. Ces enfants, je les ai élevés dans une vie très dure. Je demanderai au gouvernement de me venir en aide. Dieu vous bénisse. Je vous remercie. C'est par ces tristes mots de cette maman que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.